éterne première. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi. Eh bien, parfait, nous sommes en direct. Bonsoir à tous. On va attendre un petit peu que les personnes arrivent pour se connecter au live. Ils vont arriver petit à petit. On est en direct ce soir pour parler de la recherche scientifique et plus particulièrement donc, des projets de recherche des jeunes chercheurs pour vaincre la mucoviscidose. Je suis accompagnée donc, de Paola De Carli à côté de moi, qui est directrice de la scientifique de vaincre la mucoviscidose, et de Pierre Le Marchal, donc président de l'association Grégory Le Marchal. Bonsoir Pierre. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci de participer à ce live, donc dédié à la recherche. On est en tout cas ravis de vous avoir à nos côtés. Avec grand plaisir. Pour rappel, on est là ce soir donc, pour parler de la recherche scientifique et plus particulièrement du prix spécial Patients et Proches. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur le chat, en live, en direct, tout au long de cet échange. On y répondra ensemble à la fin de ce live. Précisez bien sûr vos questions, qu'elles soient assez précises sur les projets de recherche de nos jeunes chercheurs qui nous accompagnent. Paola, est-ce que tu peux nous expliquer donc, justement ce que c'est que le prix spécial Parents Proches? Oui, donc comme tous les ans, nous organisons un colloque dédié aux jeunes chercheurs qui travaillent sur la mucoviscidose. Compte tenu de la situation épidémique, le colloque cette année a été 100% en digital, donc à distance, ce qui bien entendu était une contrainte, mais on a relevé le défi et ça s'est bien passé. Donc ils étaient une trentaine de jeunes chercheurs travaillant sur la mucoviscidose à présenter leurs travaux. Mais du fait de cette tenue à distance du colloque, des nombreux patients et proches de patients ont pu y assister et participer activement. Et donc, on a eu l'idée de profiter de leur présence pour leur demander de choisir les projets qui les ont intéressés le plus du fait de leur thématique, de la thématique abordée, mais aussi par la clarté des présentations des jeunes chercheurs. Et donc, voici le résultat. Le premier prix spécial patients et proches qui a été décerné à un trio de jeunes chercheurs qui sont avec nous ce soir. On les remercie beaucoup, non seulement pour leur prestation au colloque, mais pour le défi de ce soir, parce qu'il n'est pas simple, quand on travaille à la paillasse, sur des sujets de recherche fondamentale, de s'adresser au grand public. Mais ils l'ont fait déjà, et ils ont convaincu le jury de patients et proches. Voilà, on continue à les solliciter aujourd'hui pour ce live et peut-être pour d'autres initiatives. Et donc, ce jury de patients et proches était composé de personnes qui ont une sensibilité scientifique, comme Audrey, qui est avec nous ce soir pour représenter ce jury. Audrey, donc, tu es patiente atteinte de mucoviscidose. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Juste avant que tu prennes la parole, je me permets d'enlever le fond, on est un petit peu flouté, donc je pense que je vais l'enlever, voilà. Ce sera mieux. Voilà. Audrey, je te laisse la parole. Oui, donc je m'appelle Audrey, je suis une patiente de 31 ans et en fait je suis un peu à l'interface de tout ça parce que je suis non seulement patiente mais je suis aussi ingénieure au CNRS. Donc c'est aussi mon travail d'être à la paillasse. Et aujourd'hui donc on va vous présenter, vous allez présenter votre travail. Je sais que c'est très compliqué de vulgariser son travail, ce qu'on fait, et pour les patients pourtant, ils sont super intéressés, mais c'est vrai que c'est vraiment compliqué pour eux de comprendre parfois
qu'est-ce qui est en train de se passer dans les laboratoires et à quoi ça va mener dans quelques années pour nous. Donc, bienvenue et merci de venir aujourd'hui présenter votre travail. Oui, merci. Donc, Laura, Mathéo, Quentin, on aura l'occasion, on va vous laisser la parole tout à l'heure pour que vous nous expliquiez un petit peu votre projet de recherche. Paola, tu voulais rajouter un petit mot par rapport à la présence de Pierre? Oui, tout à fait. Je voulais expliquer pourquoi Pierre est là, parce que sans l'association Grégory Le Marchal, nous ne pourrions pas financer autant de projets sur la thématique de l'infection, mais aussi sur la transplantation. Et deux des lauréats, Mathéo et Quentin, sont cofinancés par l'AGL, qui contribue tous les ans à la hauteur de 50% au financement des projets en infection et transplantation. Donc, merci Pierre d'être avec nous pour soutenir ces jeunes chercheurs. Ouais, en fait, j'ai un grand plaisir à être parmi vous là, parce que là, on a la recherche, des fois, c'est tellement large que par rapport à l'importance qu'on y donne, et de voir des visages et des jeunes visages là, j'ai hâte de vous écouter, et je reprendrai la parole après à la fin, j'imagine. Très bien. Mais alors justement, on va donner la parole à Laura, Mathéo et Quentin. Donc, vous êtes tous les trois jeunes chercheurs. Vous allez nous expliquer tout à l'heure un peu vos projets de recherche individuellement. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a vraiment motivé à vous engager dans la recherche sur la mucoviscidose? Laura, est-ce que tu veux y répondre? Oui, tout d'abord, merci pour ce prix. Hein. Je n'ai pas eu l'occasion de remercier, mais vraiment, merci beaucoup. C'est une super opportunité de pouvoir échanger encore une fois avec les patients, les proches. Et du coup, concernant la recherche sur la mucoviscidose, je suis arrivée sur cette thématique un petit peu par hasard, en fait. J'ai choisi un sujet de Master 2 qui me plaisait, surtout pour le côté fondamental de la recherche. Et je connaissais pas grand-chose, à vrai dire, de la mucoviscidose, des patients, etc. Mais au fur et à mesure, je m'y suis intéressée et j'ai vraiment été très, très intéressée par tout ce contexte, par la proximité qu'on peut avoir avec les patients, notamment grâce à l'association. Et c'est ça qui m'a motivée ensuite aussi à faire une thèse, parce que c'est un contexte infectieux qui est très intéressant d'un point de vue fondamental, mais également du point de vue de l'aide qu'on peut essayer d'apporter aux patients et les échanges qu'on peut avoir aussi avec les patients souffrant de cette pathologie. Quentin, Mathéo, est-ce que vous voulez y répondre ou donner un peu vos motivations sur la recherche pour la mucoviscidose? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans ce projet de recherche plus particulièrement? Oui, déjà bonjour à tous, hein, et donc merci également pour ce prix, hein, je vous en remercie tous. Et moi personnellement, c'est un peu pareil, j'ai toujours voulu travailler en infectiologie, on va dire, mais pour moi c'était important que mes recherches, on va dire, ou que mon domaine de recherche, il a un lien direct avec le côté clinique, et que j'ai l'impression que c'est un réel impact à plus ou moins long terme, hein, sur le quotidien des patients du moins. Et après, je pense notamment à mon domaine de recherche, et je sais que ça a un lien avec les patients atteints de mucoviscidose, donc je suis un peu tombé dedans aussi, un peu par hasard, mais voilà, je trouve que mon modèle bactérien sur lequel je travaille, il est en dehors d'être passionnant, ça reste quand même une source d'angoisse, on va dire, pour les patients, donc je trouve ça important de s'engager dans la recherche contre ces infections pour nos patients atteints de mucoviscidose. Bon, on va voir tout à l'heure que la recherche quand même avance. Il y a de beaux projets en cours. Quentin, est-ce que tu veux aussi nous dire quelques mots? Oui, pour compléter, déjà, merci Ouais. donc pour nous permettre encore de présenter notre projet, et aussi devant les patients. C'est un peu comme Mathéo et Laura, c'est pas par hasard, mais déjà la mucoviscidose, j'ai connu ça par rapport à Grégory Le Marchal, je ne connaissais pas avant, quand j'étais petit. Et là, c'est pareil, c'est par rapport à un stage de Master 2 que j'ai eu l'occasion de faire ce sujet, que je voulais plutôt, pareil, c'est clinique, santé. La mucoviscidose, c'est un contexte qui m'a toujours intéressé. Et avec ma thèse, ça m'a permis aussi d'être en lien avec le CRCM de Montpellier, de pouvoir rencontrer certains patients, et donc de faire mon travail de recherche à côté, de savoir qu'il peut avoir un lien avec les patients. C'est quand même un peu plus concret que du pur fondamental, et c'est pour ça que vraiment, j'ai pu choisir cette thématique-là. D'accord. Voilà. Et je rejoins donc Mathéo et Laura D'accord. sur ce qu'ils ont dit.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est qu'un doctorat et un post-doctorat, parce que c'est quelque chose qui ne parle pas forcément au plus grand public, mais d'expliquer un petit peu ce projet d'études. Donc, un doctorat, déjà, par rapport à la fac, il y a la licence et le master. Et à la suite de ces 5 ans d'études, en fait, on peut continuer toujours dans l'académique, ou on peut aussi faire dans le privé, mais là, on parle de l'académique. C'est plutôt un sujet où on va travailler pendant 3 ans. C'est un peu une sorte de contrat de 3 ans, on appelle le doctorat ou la thèse. Et on va travailler vraiment au cœur d'un sujet propre et sur une thématique particulière qu'on va développer, faire des manips, on va pouvoir faire des collaborations et vraiment travailler le plus possible sur notre sujet de thèse à la fin pour finir par rendre un mémoire en fait sur notre sujet. C'est un peu comme si c'était une synthèse de plusieurs articles de regroupement. Et pour les postdocs, je vais plutôt laisser parler Laura, qui a commencé son postdoc, je crois. Ah, bon, alors très bon exemple, Laura. Alors, je n'ai pas encore commencé. Je suis en train de déménager pour aller faire le postdoc en Allemagne. Donc, mais ça va commencer. Du coup, oui, un postdoctorat, en fait, c'est après avoir obtenu donc, le titre de docteur. Donc, on va être considéré comme un chercheur à part entière cette fois-ci, même si, à vrai dire, en doctorat, on est déjà beaucoup de choses d'un chercheur. Et durant du coup, le postdoctorat, en fait, ça va être un petit peu le même travail qu'on va faire en thèse, mais un petit peu plus poussé, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à gérer plus de projets, plus de la gestion des projets de recherche. On va aussi avoir davantage d'encadrement de stagiaires, de thésards pour justement mener à bien ces projets de recherche. Il y a également souvent de l'enseignement associé au postdoctorat. Et en termes de durée, c'est des contrats qui sont... Il n'y a pas vraiment de normes, mais généralement, un postdoctorat va durer entre 1 et 3 ans et va être également centré sur une thématique de recherche assez spécifique qu'on va également essayer de faire avancer et aussi de publier. Et cette fois-ci, il n'y a pas, par contre, de mémoire de postdoctorat. C'est vraiment juste les articles scientifiques, on va dire, qui vont être un témoin de ce postdoctorat et de ce qu'on a accompli au cours de cette phase-là. Après, si Mathéo veut compléter. Non, je pense que toi et Quentin, vous avez tout dit, que ce soit sur le doc ou sur le post-doc. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Oui, ça me paraît en tout cas très complet. Effectivement, c'est très clair sur la différence entre post-doc et doctorat. Donc vous êtes quand même très bien avancé dans la recherche et dedans. Et c'est vrai qu'on voit énormément sur le marché, on voit quand même l'arrivée de nouveaux médicaments qui sont très efficaces pour la mucoviscidose. On peut se poser quand même la question sur la recherche fondamentale dans la muco. Est-ce que ça a réel avenir, sachant qu'on a quand même des traitements qui arrivent sur le marché? Est-ce que vous avez peut-être un avis là-dessus et vous pensez quand même que ça apporte quelque chose où il peut avoir une avenir et une vraie progression là-dedans? Quentin? Mathéo? Non, personnellement, oui, je pense que la recherche fondamentale, elle aura toujours de l'avenir, en dehors de l'envie de connaissance sur tous les aspects concernant la mucoviscidose. Il y aura toujours un travail qui sera nécessaire pour encore améliorer ces médicaments d'ailleurs. Et puis, si je pense notamment aux infections bactériennes qui sont exacerbées chez les patients, parce que ça concerne mon domaine, mais il y aura toujours des choses à déceler, à comprendre pour pouvoir contrecarrer ces infections et améliorer la vie de nos patients. Donc, d'autant plus que les bactéries, ça va être des êtres vivants, donc qui évoluent. Il y aura toujours besoin de recherche et de chercheurs pour justement empêcher au mieux ces infections chez l'homme. Ouais, on rappelle que la mucoviscidose, c'est quand même une maladie génétique et rare qui est très complexe, qu'il n'y a pas un traitement pour tous les patients et que la recherche doit bien entendu continuer à évoluer et à progresser dans ce sens-là. On l'a dit, vous avez été les lauréats, en tout cas, du prix spécial 2021. À votre avis, comme ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a vraiment le plus marqué les patients et proches du jury qui vous ont attribué ce prix, selon vous? Alors, Laura, peut-être si tu veux commencer. Oui, alors c'est pas une question facile, donc je serais ravie que les personnes me disent après si j'ai bon, parce que c'est pas facile à deviner comme ça.
De mon point de vue, je pense qu'il y a le côté infectiologie, effectivement, parce que comme vous l'avez dit, la mucoviscidose, c'est une maladie qui est complexe, et le côté infectieux est, mine de rien, un côté qui est très important et souvent très problématique chez les patients. Donc, cette thématique-là, je pense qu'elle intéresse assez les patients et les proches. Et après, plus précisément sur ma thématique de recherche, qui est donc des interactions entre deux bactéries, je pense qu'il y a le côté peut-être un petit peu, on va dire, étonnant de faire de la sociologie chez les bactéries, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment elles interagissent plutôt que de les comprendre indépendamment les unes des autres. Je pense que c'est ça. Après, dites-moi. Audrey, tu pourras peut-être nous donner ton point de vue par la suite, si tu confirmes un peu ça, ou nous donner toi ton regard de patients proches. Ce serait intéressant d'avoir ton point de vue. Donc peut-être Mathéo et Quentin, vous pouvez peut-être nous donner, vous, votre avis et ce qui fait un peu la différence d'autres projets pour le fait que vous ayez le prix, le lauréat, prix patient proche. Pour ma part, je pense que du coup, pour cette année, sur le projet PATOM que j'ai présenté, je pense que c'était assez original et peu encore décrit, justement, de donner des indications de quels sont les réservoirs environnementaux bactériens, du coup, dans les maisons des patients, et en plus d'essayer de commencer à voir s'il y a des liens épidémiologiques entre les souches cliniques des patients qui ont la mucoviscidose et des souches environnementales, justement, de leur maison. Et ça, je trouve ça assez original, et je pense que c'est très, très récent, justement. C'est pour ça que ça a beaucoup plu aux patients. Je suppose que c'est ça, vraiment, les 2 points majeurs qui auraient intéressé dans ce projet que j'ai présenté cette année. Voilà. Okay. Et du coup, les recommandations possibles qui vont en découler à la suite de ces débuts de résultats. Merci. Très bien. Mathéo, est-ce que tu veux donner ton avis également sur ton projet de recherche? Oui, je peux le donner rapidement, même si je pense que les patients seront les plus à même de répondre à cette question, mais je pense que ce qui a peut-être plu aux patients et aux proches, c'est l'aspect innovant et prometteur de mon projet, on va dire, donc sur les bactériophages. Et donc, de par la résistance aux antibiotiques qui est importante de ma bactérie modèle, on va dire, et donc montrer qu'on n'est pas impuissant contre ce genre d'infection et qu'il reste quand même des méthodes en cours de développement pour nos patients et que voilà, qu'il y a de nouvelles solutions à travers le monde, mais que la recherche française aussi fait partie des acteurs pour aider les patients atteints de mucoviscidose, en fait. Ouais. Voilà, je pense que... c'est vrai que si on prend un peu un résumé de ce que vous nous dites, c'est vrai que l'innovation est au cœur, en tout cas, de ce prix, que c'est quelque chose d'assez innovant, de novateur et d'avoir un regard différent sur comment on traite certaines bactéries. Audrey, est-ce que tu veux compléter peut-être les propos de notre jeune chercheur? Oui, en fait, j'ai trouvé ça très intéressant qu'on ait voté pour 3 projets de microbiologie. Et ça montre bien qu'aujourd'hui, les infections bactériennes de la muco, c'est vraiment le problème principal de la mucoviscidose. Tous les patients, pour nous, c'est très concret, vos projets. Staphylocoque doré, on le connaît tous. Pseudomonas, on le connaît tous. Mycobacterium abscessus, on le connaît moins, mais c'est vrai que c'est une bactérie qui est en train d'émerger dans la population muco. On a de plus en plus de patients qui ont cette bactérie et en plus qui est très résistante aux antibiotiques. Et c'est vrai que Quentin, je pense que c'est le talk qui avait le plus marqué les patients pendant le congrès jeunes chercheurs parce que c'est tellement concret en fait de savoir vraiment où dans notre domicile, où sont nos bactéries, qu'est-ce qu'on doit faire demain pour essayer de s'en débarrasser ou de s'en protéger. Donc c'était vraiment extrêmement concret pour nous tous ces projets. Très bien, oui, je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, vous avez été lauréat, en tout cas, pour les patients proches jeunes chercheurs. Paola, est-ce que tu veux me compléter Oui, juste un commentaire. Je pense que vous avez fait un parfait teasing pour introduire les projets. Et juste, je voulais dire que le choix n'a pas été facile parce que sur les 30 jeunes chercheurs, il y a eu vraiment de très bons projets présentés, non seulement du point de vue scientifique, mais aussi du point de vue accessibilité
de l'information. Donc, le choix n'a pas été simple. C'est aussi pour ça qu'il y a 3 lauréats et pas un seul. Et bien entendu, Vaincre la mucoviscidose soutient aussi d'autres thématiques de recherche, mais c'est vrai que la thématique de l'infection est très importante, prioritaire, et c'est pour ça aussi qu'on a demandé à l'association Grégory Le Marchal de nous aider pour pouvoir soutenir ces projets. Parfait. Alors, après ce teasing, comme tu l'as très bien dit, Paola, sur vos présentations, vous allez peut-être pouvoir nous présenter en quelques mots vos projets de recherche, en tout cas le sujet. Quentin, est-ce que tu veux bien commencer? Ok. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter le projet qu'on fait dans mon laboratoire là, depuis un peu plus d'1 an, qui s'appelle le projet PATOM, pour pathogènes et environnement. En fait, donc, les 2 objectifs principaux de ce projet, je ne sais pas trop si j'ai 2-3 minutes pour parler. Oui, on va un peu plus. Les 2 objectifs principaux, en fait, c'était vraiment d'avoir une meilleure connaissance des réservoirs bactériens dans les maisons des patients qui ont la mucoviscidose. Et après avoir isolé différentes bactéries justement dans les maisons, essayer de voir si les bactéries qui colonisent les poumons des patients seraient les mêmes qui sont dans leur environnement domestique, en fait. Et du coup, là, pour le début de notre projet, nous, on sélectionne plutôt des patients qui sont colonisés par soit Chromobacter xylosogidans, soit Stenotrophonas maltophilia, qui sont des pathogènes opportunistes qu'on qualifie d'émergents. Et si les patients sont d'accord, on va directement chez eux faire des prélèvements. Et les prélèvements, c'est plutôt dans leur maison. Du coup, les prélèvements, c'est plutôt des prélèvements dans les zones humides, en particulier les eaux. Donc, ça aide beaucoup la cuisine, la salle de bain, lave-linge, la vaisselle, etc., où on va récupérer des échantillons d'eau ou directement avec des écouvillons à l'intérieur des siphons. Et à la suite de ça, on va faire justement des filtrations de ces eaux ou de justement récupérer à partir de ces écouvillons. On va déposer nos échantillons sur des milieux gélosés avec qui soient spécifiques ou non pour faire pousser nos bactéries. Après, on a essayé d'identifier donc, ces bactéries. On a fait une sorte de cartographie. Ce qu'on a pu observer rapidement, c'est que justement, Achromobacter xylosogidans et aussi les mycobactéries atypiques, on les a beaucoup isolées dans la salle de bain, en particulier la douche et le lavabo, un petit peu dans les toilettes. Stenotrophonas maltophilia, c'était beaucoup dans le siphon de la cuisine, ce qui on ne pensait pas du tout. Et Pseudomonas aeruginosa, autre que dans les siphons de cuisine, salle de bain, on l'a beaucoup trouvé dans les lave-linges, ce qui était très peu décrit justement dans la littérature par rapport aux siphons qui étaient déjà décrits. Donc voilà, et ensuite, on a du coup essayé de faire les liens épidémiaux entre souche clinique et souche environnementale. Et ce qu'on a observé, c'est que là, du coup, on a fait pour l'instant 10 campagnes de prélèvement chez du coup 7 domiciles, donc de 7 patients. Et pour 4 patients, on a trouvé justement un lien entre la souche qui avait colonisé les patients, que ce soit du Stenotrophomonas ou de la Chromobacter, qui colonisait les poumons des patients, que ce soit sporadique ou chronique. On les a justement isolés, soit c'était dans le siphon de la cuisine, soit justement dans le siphon de la douche et du lavabo de la salle de bain. Voilà. Donc après, on essaye de préconiser aux patients justement des recommandations. Pour l'instant, c'est plutôt au niveau des siphons des éviers, c'est plutôt de mettre un bouchon de desktop pour détartrer, enlever le calcaire et le biofilm qui peut se caler à l'intérieur. Et ensuite, après, mettre 2 bouchons de javel 2 nuits de suite, de la javel plutôt à 0,5% dans les siphons. Et après, on conseille au niveau des surfaces de faire à 0,1%. Donc voilà, dès qu'on sait les bactéries qui sont chez eux, on préconise en fonction justement de la bactérie qui est dans leurs poumons. Et sinon, s'il y a du pseudomonas, même s'il ne va pas coloniser le patient, on va quand même lui dire où il est pour essayer de l'éradiquer. Voilà, du coup, on est en cours de ce projet et ça continue. Merci. D'accord. Merci Quentin pour cette présentation. Du coup, suite à ça, est-ce que tu peux nous dire qui connaît qui? Est-ce que c'est le patient qui colonise dans le milieu ou alors est-ce que c'est l'inverse? Et est-ce que le conjoint aussi peut être contaminé par ces bactéries présentes dans les siphons? Ok, donc pour la première question, en fait, ça va dans les 2 sens. On ne peut pas vraiment concrètement savoir si ça va dans l'un ou dans l'autre, mais on sait que ça va dans les 2. Souvent, le patient va être contaminé soit peut-être dans son environnement domestique, dans sa maison, mais ça peut être vraiment, c'est très multifactoriel. Il peut être contaminé autre que son domicile dans les salles de sport, à l'extérieur, mais aussi à son travail. Donc, il y a vraiment beaucoup de sources, c'est assez compliqué. Nous, on a fixé l'environnement domestique parce que c'est là où il peut être le plus présent. Et là, lorsqu'on essaye de faire les liens épidémiologiques, après que le patient soit colonisé, on va à son domicile et on retrouve la bactérie. On va isoler la bactérie justement dans son environnement. Et on ne peut pas savoir concrètement si c'est le patient qui a contaminé son environnement
ou si c'est à partir de son environnement que ça a contaminé le patient. Donc, je pense qu'il y a vraiment les deux cas. Les transmissions sont croisées. Cependant, on a le cas d'une patiente qui, au moment où elle venait de déménager, elle a eu une colonisation Achrobacter musicolens et Mycobacterium chelonae. Et du coup, on allait vraiment à son domicile à peine 10 jours plus tard. Et on a retrouvé justement au niveau de son évier de la salle de bain, justement, ces deux bactéries qui sont les mêmes après comparaison de profil génomique des deux bactéries. Donc, je pense que ça va dans les deux sens. Donc, voilà. Et pour la deuxième question, pour le conjoint, si le conjoint, c'est plutôt une personne qui n'a pas la mucoviscidose et qui est plutôt immunocompétent, qui est une personne saine, normalement, non, il ne peut pas justement être contaminé par ces pathogènes qu'on dit opportunistes. Il peut y avoir des colonisations qu'on dit transitoires, particulièrement Pseudomonas. C'est connu qu'au niveau buccal, il peut y avoir du Pseudomonas. Nous, à la fac, on a fait ça sur 200 étudiants. On a vu qu'il n'y avait pas de Pseudomonas dans leur bouche, mais bon, c'est à partir d'un âge assez jeune. Mais normalement, non, le conjoint qui n'est pas malade ne devrait pas être contaminé par ces pathogènes opportunistes. Voilà. D'accord. Très bien. Écoute, c'était très clair en tout cas, Quentin. Et il ne faut pas craindre en tout cas qu'on peut être contaminé. Il ne faut pas avoir une peur non plus des bactéries qui sont présentes quand même partout. Il ne faut pas s'affoler non plus sur ça et être faire attention à tout. Tu fais très bien de le rappeler, Quentin, effectivement. Il ne faut pas non plus avoir peur tout le temps. C'est important. Oui, tout à fait. Très bien, merci Quentin pour cette présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Quentin à la fin en commentaire, il pourra y répondre volontiers. Très bien, on va passer à Laura. Laura, est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots sur ton projet de recherche également? Oui. Alors du coup, mon projet de recherche se centre sur deux bactéries qui sont malheureusement bien connues des patients, comme l'a dit Audrey. Donc la première, c'est Staphylococcus aureus, qui colonise principalement les patients dès le plus jeune âge. Et la deuxième bactérie que j'étudie, c'est Pseudomonas aeruginosa. Et en fait, ces deux bactéries, on les retrouve donc très souvent chez les patients, mais on les retrouve aussi très souvent simultanément chez les patients, c'est-à-dire que les patients vont souffrir de co-infection à ces deux bactéries dans à peu près 25-40% des cas. Et du coup, ce projet, il cherche à évaluer en fait comment ces deux bactéries au sein d'un patient donc, pourraient interagir. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, le staphylocoque pourrait favoriser la survie du Pseudomonas, ou bien est-ce que ces deux bactéries vont avoir tendance à s'entretuer dans le poumon? Donc, c'est un aspect de recherche qui est très fondamental parce qu'on va essayer de comprendre des interactions bactériennes. Mais ceci a pour objectif, en fait, sur du plus long terme, de comprendre justement quels sont les facteurs de la persistance de ces deux bactéries. Car jusqu'à présent, c'est assez bien connu qu'il est très difficile d'éradiquer Pseudomonas et dans la plupart des cas, on n'arrive pas à l'éradiquer totalement. Donc du coup, on essaie un petit peu de trouver d'autres alternatives, d'autres voies pour comprendre comment Pseudomonas parvient justement à se maintenir au sein des poumons. Et on se demande si ça peut passer justement par des interactions avec les autres pathogènes qui sont présents. Dans le côté un peu plus concret, comment on fait pour étudier ces interactions? En fait, eh bien, on va venir au laboratoire, donc très expérimentalement, utiliser des souches cliniques, donc isoler deux patients, et on va essayer de les mettre en contact au laboratoire, donc des souches de staphylocoque et des souches de Pseudomonas, et on va suivre différents paramètres pour voir si on a un impact du staphylocoque, par exemple, sur la croissance du Pseudomonas ou inversement. Ce projet, ça fait déjà depuis bien 5 ans qu'il a été enclenché au laboratoire. Et pour l'instant, on a effectivement pu observer que Pseudomonas et le staphylocoque étaient capables d'interagir. Et cette interaction que l'on appelle au laboratoire la coexistence, en fait, favorise effectivement la survie des deux pathogènes. Donc, comprendre cette coexistence et éventuellement trouver des moyens d'éradiquer cet état d'interaction entre ces deux bactéries pourrait permettre effectivement de trouver des alternatives pour traiter efficacement ces bactéries chez les patients. Ok. Ouais. Et donc, est-ce qu'une coexistence entre ces bactéries signifie qu'elles sont plus virulentes et donc plus compliquées à éradiquer? Alors, oui et non. En fait, ce qui a été observé, c'est que la coexistence entre le staphylocoque et Pseudomonas, elle est favorisée au contraire par une baisse de virulence du Pseudomonas. C'est-à-dire que Pseudomonas va être moins agressif, que ce soit envers l'organisme, donc l'être humain, l'hôte où il est, mais également envers les autres bactéries. Donc du coup, cette coexistence va plutôt être favorisée justement par une baisse de virulence. Par contre,
effectivement, comme on a pu le démontrer, la coexistence va avoir tendance à favoriser la persistance des bactéries au sein des poumons et donc de rendre difficile en fait l'éradication de ces bactéries. D'accord. Et donc ces bactéries, pourquoi elles développent-elles en fait ces stratégies? Est-ce qu'il y a d'autres coexistences qui sont connues? Alors oui, il y a d'autres coexistences qui sont connues. En fait, la coexistence, c'est un état d'interaction en fait qui va être favorisé par certaines conditions environnementales, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles les bactéries évoluent. Et en fait, au sein des poumons des patients atteints de mucoviscidose, c'est un environnement qui est très stressant pour les bactéries, puisqu'il y a le système immunitaire, il n'y a pas forcément beaucoup de nutriments, et en plus de ça, il y a beaucoup de bactéries, beaucoup de pathogènes qui vont être présents. Donc, plutôt que de s'entretuer, de se faire la guerre pour les mêmes ressources, les bactéries vont plutôt avoir tendance à essayer, au contraire, de s'entraider dans cet environnement hostile pour favoriser leur survie. C'est ce qu'on appelle vraiment une coopération bactérienne qui va du coup leur permettre d'augmenter leur résistance antibiotique, par exemple, ou bien d'acquérir de nouvelles ressources. Donc, merci Laura pour cette présentation qui est vraiment très intéressante et on sent que tu expliques ça de manière très fluide et avec pas mal de comparaisons assez simples. C'est très agréable à écouter. Merci beaucoup. Mathéo, je te laisse du coup la parole pour présenter ton projet de recherche. Oui, bien sûr. Alors, moi, personnellement, je travaille sur l'étude de l'efficacité d'un traitement innovant que l'on nomme les bactériophages, dans le but donc de contrer des infections bactériennes persistantes. Et nous, dans notre équipe, on travaille plus particulièrement sur la bactérie, donc Mycobacterium abscessus. Alors, brièvement, il faut savoir que ce genre d'infection abscessus représente quand même 10% des infections bactériennes retrouvées chez les patients atteints de mucoviscidose. Et en dehors du fait qu'elle entraîne des symptômes pulmonaires, c'est une bactérie qui est très résistante aux antibiotiques et qui est donc très difficile à éradiquer. C'est pourquoi il y a une certaine peur, tout à fait compréhensible, envers une telle infection. Alors l'antibiothérapie, elle est quand même mise en place dans ce genre de cas, bien sûr, mais elle est très lourde, elle est longue, elle est complexe et aboutit dans la plupart des cas à des échecs thérapeutiques, sans parler des effets secondaires que cela implique chez les patients, bien sûr. Alors c'est pourquoi, depuis quelque temps, la recherche s'intéresse à un traitement qui est encore très peu utilisé en Occident en général et qui utilise donc ces bactériophages. Alors il faut savoir que ces bactériophages sont des virus strictement spécifiques aux bactéries. Alors même si on peut être un peu réticent avec le mot virus en ce moment, il faut savoir que ces virus-ci sont totalement inoffensifs pour l'homme, car comme je vous l'ai dit, ils sont très spécifiques d'une bactérie, voire même d'une souche bactérienne bien particulière. Alors, il est important de noter que ce genre de traitement, il a été utilisé récemment en 2019 chez une patiente atteinte de mucoviscidose qui avait une infection persistante à abscessus, et ça suite à une longue antibiothérapie qui n'a pas porté ses fruits, en fait. Donc, il faut tout de même savoir que ce sont des traitements qui sont utilisés que de manière compassionnelle, je dirais, et qui sont très personnalisés à chacun des patients. Alors, c'est pourquoi il est nécessaire en fait de continuer les recherches pour faire avancer ce genre de thérapeutique. Alors, moi, personnellement, je me suis intéressé à ce sujet. Et pour faire bref, j'ai notamment pu mettre en évidence une certaine synergie entre les antibiotiques et un bactériophage bien particulier. Donc, en bref, lorsqu'on associe ce bactériophage avec certains antibiotiques contre une souche bien particulière, une souche clinique, cela permettait d'avoir une efficacité plus grande du traitement, donc combiné, et cela donc en diminuant les doses d'antibiotiques classiquement actives. Alors tout ça, ça pourrait être très intéressant dans un contexte clinique direct, car on pourrait donc diminuer les doses d'antibiotiques. Cela permettrait de diminuer les effets secondaires donc dus aux antibiotiques. Et dans une autre mesure, l'utilisation de ce type de traitement pourrait permettre également de diminuer l'apparition de résistance aux antibiotiques chez ces mêmes bactéries, donc la Mycobacterium abscessus par exemple. Néanmoins, ce sont des recherches qui sont que préliminaires pour le moment. La prochaine étape, ça va être de mettre au point un modèle animal représentatif de la mucoviscidose à travers l'utilisation du zébrafiche, qui est un petit poisson, pour évaluer donc l'efficacité de ces bactériophages et se rapprocher le plus possible de la physiologie humaine et donc d'une approche clinique, on va dire préclinique.
Alors voilà, comme je vous l'ai dit, hein, pour le moment, ce traitement reste très personnalisé et seulement pour des cas très difficiles. Néanmoins, c'est assez prometteur si nous arrivons à mettre en place ce genre de modèle à grande échelle, oui. Et ce qui pourra permettre de trouver plus rapidement une association phage plus antibiotique, idéale pour chaque patient. Voilà. Écoute, tu as très bien résumé ça. J'allais dire justement que c'était très prometteur comme projet de recherche. Ça avance. C'est vrai que pour l'instant, c'est autorisé que sur un mode compassionnel, hein, si je dis pas de bêtises. Donc en tout cas, voilà, ça peut être très intéressant pour la suite et l'évolution avance très bien. Paola, est-ce que tu voulais dire quelques mots? Oui, un commentaire sur ce sujet qui est un projet qui intéresse beaucoup les patients. On essaye de les informer régulièrement. Il y a quelque temps, on avait publié et diffusé une fiche d'information sur la phagothérapie dans la mucoviscidose. Ça datait de 2019. Depuis, il y a des nouveautés parce qu'on fait une veille, que cela soit sur la recherche fondamentale, comme les travaux de Matteo, mais également sur ce qui peut se passer en termes de cas cliniques observés et aussi d'essais cliniques. Et justement, d'ici quelques jours, on va publier une mise à jour de cette fiche qui s'appelle « Le saviez-vous » sur la phagothérapie pour vous parler des essais cliniques qui sont actuellement en cours aux États-Unis et de quelques cas cliniques qui ont été décrits. Très bien, merci Paola. Audrey, il me semble que tu as peut-être quelques questions que tu voudrais poser à nos jeunes chercheurs. Oui, je vais peut-être commencer par Quentin. C'est vrai que donc, tu nous as dit qu'on avait pas mal de bactéries dans les siphons des éviers. Et je pense que les patients, on se demande comment ces bactéries dans les siphons, elles arrivent dans nos poumons. Parce que c'est vrai que on ne met pas les mains dans les siphons et ensuite dans notre bouche. Donc on se demandait vraiment en fait comment elles arrivent jusqu'à nous, en fait, comment elles nous colonisent. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué quand j'ai présenté le projet, mais en fait, pourquoi les siphons, on va prélever les siphons autres que les eaux, c'est qu'il y a un phénomène d'aérosolisation en fait, des bactéries. Si vous voulez, quand vous allez ouvrir le robinet de votre évier de la cuisine, par exemple, l'eau qui va s'écouler dans le siphon, il va avoir un rejet en fait, en microgouttelettes qui va remonter, un reflux d'air. Et si les bactéries ont colonisé le siphon, avec peut-être des concentrations importantes, le reflet d'air avec les microgouttelettes, les bactéries vont se retrouver dans les microgouttelettes et vous pouvez les aspirer. Et c'est comme ça, en fait, qu'il peut avoir possiblement des transmissions. Il y a une étude, je ne sais plus le nom de l'étude, où ils avaient justement mis des boîtes de pétri tout autour d'un évier, jusqu'à 2 mètres d'éloignement. Ils avaient justement mis des bactéries à l'intérieur des siphons, qui étaient à la base stériles. Ils ont ouvert le robinet, un volume assez normal comme nous, on ouvrirait un robinet. Et ils ont vu que les bactéries qu'ils avaient mis dans le siphon, elles allaient jusqu'à 1 mètre en fait, de distance par rapport à l'évier. D'où l'intérêt aussi qu'on les brosse à dents, on ne devrait pas forcément les mettre juste à côté de l'évier ou avec un petit capuchon qui fermerait. Ben là, c'est un peu la même chose. Donc, ce serait un phénomène d'aérosolisation des bactéries par rapport au siphon. Donc, c'est assez important. Et j'avais une question, en fait, qui est un petit peu polémique, peut-être, mais donc là, vous le faites au domicile. Moi, je trouverais ça intéressant aussi de faire ce genre de prélèvement, en fait, dans les centres de patients mucoviscidoses, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de cross-contamination. Donc, les patients, pour nous, la distanciation sociale entre les patients mucos, ça ne tient pas du Covid, hein, c'est depuis très longtemps. Et on s'est toujours demandé est-ce qu'on pouvait vraiment se contaminer entre nous dans les centres de mucoviscidose. Donc, je pense que ça serait super intéressant ça à faire aussi, bien sûr, avec les CRCM qui seraient volontaires. Oui, pour votre recommandation, oui, c'est sûr. Là, pour nous, pour le CRCM de Montpellier, mon laboratoire est associé au laboratoire d'hygiène justement des CHU de Montpellier. Et ils font différents prélèvements. Et justement, au niveau de l'hygiène, c'est fait plutôt correctement et on ne retrouve pas les bactéries que l'on recherche justement. Après, c'est sûr qu'il faudrait peut-être faire différents prélèvements dans différents CRCM pour voir si les recommandations d'hygiène et l'hygiène est bien appliquée à tous les CRCM, mais c'est rare qu'il y ait des co-transmissions en fait, dans les CRCM. Donc voilà, mais je ne peux pas vous en dire trop plus. Nous, on n'a pas fait de prélèvement en tout cas au CRCM. Je ne peux pas trop m'avancer. Il me semble, j'interviens, mais
Ça m'intéresse, ça aussi, les prélèvements sous couvert de Paola, mais je pense que ces prélèvements, ils se font dans tous les CRCM. Il y a une logique d'hygiène et d'analyse de ce qui se passe dans les CRCM, non? Alors, il y a des règles certainement d'hygiène. Après, sur le contrôle qualité, personnellement, je ne peux pas me prononcer. Je ne suis pas la mieux placée pour le faire, mais je ne pense pas que, et Quentin va peut-être me le confirmer, qu'il y ait des études si poussées sur la présence des bactéries. En tout cas, au niveau des RCM, des CRCM, c'est vrai qu'on ne sait pas, il n'y a pas d'études poussées là-dessus, mais en tout cas, tous les laboratoires d'hygiène des CHU dans toutes les villes ont justement des recommandations assez strictes qu'ils doivent appliquer. Ça, c'est sûr. Quentin, alors je pense que tu as déjà répondu en partie à la question, mais on a une question pour toi sur le chat. On voudrait savoir si on sait pourquoi certains siphons sont plus contaminés que d'autres par une cuisine ou salle de bain. Est-ce qu'il y a un type de produit ménageant particulier, des aliments ou autres qui provoqueraient cette contamination? C'est vrai que je n'ai jamais pensé à la question de si c'est plutôt des aliments ou autres qui pourraient justement augmenter la concentration de ces bactéries-là. Donc, on sait que c'est surtout concentré, vous voyez, au niveau, comme je l'ai dit, de la salle de bain et de la cuisine. Mais je ne sais pas encore trop pourquoi. Peut-être parce qu'il y a des aliments qui vont se condenser justement au niveau des siphons, au niveau de la salle de bain, des cheveux, des ongles ou autres, qui vont peut-être permettre aux bactéries de stagner et rester plus longtemps au niveau des siphons. Je pense que c'est ça la réponse la plus logique à ça. Merci Quentin. On va passer à Laura. Si pas d'autres questions, on y reviendra dans le chat. S'il y a d'autres questions, on y reprendra plus tard. Laura, je vais te laisser te présenter ton projet. Non, c'était à Michelou, pardon. Le projet s'est déjà présenté. C'est peut-être Audrey qui a une question pour Laura. Oui, c'est Audrey, c'est ça. Pardon, je me suis perdue dans la présentation. Moi, j'aurais aimé que tu nous expliques en fait comment vous étudiez les interactions entre les deux bactéries dans votre laboratoire. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, pour reprendre depuis le début, donc on travaille avec quelqu'un qui travaille à l'hôpital, du coup au contact des patients et qui peut nous fournir du coup des souches de bactéries, donc de staphylocoque et de pseudomonas de patients. Et donc ces souches, en fait, on va les mettre en culture, c'est-à-dire qu'on va les faire pousser, on va les faire se développer dans des milieux de culture appropriés. Et pour étudier leurs interactions, on va en fait avoir deux conditions. La première condition, c'est une monoculture, c'est-à-dire, en fait, c'est une culture avec une seule bactérie dedans, c'est-à-dire, par exemple, que du pseudomonas. Et à côté, on va avoir une deuxième condition qui va être ce qu'on appelle une coculture, où cette fois-ci, ça va être un mélange de nos deux bactéries. Et dans ces deux conditions, au cours de la croissance des bactéries, on va étudier et comparer différents paramètres, comme par exemple la croissance, l'expression des gènes, la résistance antibiotique. Et en fait, ça va être cette comparaison entre ces deux conditions qui va nous permettre de savoir si la présence des deux bactéries dans la culture va avoir un effet ou non sur, par exemple, les différents paramètres que j'ai dit. C'est vraiment cette comparaison-là en disant, voilà, dans la monoculture de Pseudomonas, on observe cette croissance. Et dans la coculture, c'est-à-dire en présence du staphylocoque, on observe une croissance qui est différente. Donc, ça veut dire que le staphylocoque a effectivement un effet sur la croissance de Pseudomonas. Et on applique en fait cette méthodologie dans plein de contextes et pour répondre à pas mal de questions différentes. Audrey, tu as d'autres questions peut-être pour Mathéo? Oui. En fait, moi, je me demandais aussi comment vous arrivez à garder un lien avec les patients quand on travaille sur des bactéries en laboratoire. À quel point c'est éloigné et pourtant c'est clairement notre quotidien. C'est vraiment pas facile en fait parce que effectivement moi dans mon cas je travaille vraiment en bactériologie pure et dure, c'est-à-dire que j'ai la tête dans le guidon avec mes bactéries uniquement toute la journée, donc on ne pense pas forcément aux patients et ce pourquoi on travaille. Par contre, voilà, on est quand même en contact avec des cliniciens, donc qui du coup nous rappellent un petit peu à l'ordre, on va dire, qui nous parlent des patients, de données cliniques, etc. On effectue aussi des études cliniques qui, cette fois-ci, comme ça se concentre sur des données de patients, forcément, ça nous rappelle aussi
ce pourquoi on travaille. Et puis, il y a aussi les événements comme ce soir, en fait, qui permettent justement de se remettre dans la réalité et de savoir pourquoi on travaille, à qui ça va bénéficier et vraiment les enjeux en fait, de notre travail. Et je trouve que c'est hyper important justement d'avoir cette notion-là. On l'oublie un petit peu quand on est en bactériologie, mais il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Donc, Très bien. Oui, c'est vrai que c'est très important ce lien entre les chercheurs et les patients. Sans vous, les mucos, comptent énormément sur vous et sur la recherche. Donc, on a besoin de ce lien et de rappeler un petit peu aussi leurs difficultés. C'est toujours bien de l'avoir en tête et de savoir que les patients, leur qualité de vie est très compliquée en tout cas pour eux. Alors, on peut peut-être voir sur le chat s'il y a des questions pour vous. Paola, il me semble que tu as pu avoir quelques questions, recenser quelques questions sur le chat. Déjà, je remercie Audrey parce que elle va plus vite que la musique. Elle reprend beaucoup de questions. Ce n'est pas la première fois. On connaît ses compétences et sa rapidité. Donc, merci Audrey. On ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions ce soir, surtout à celles qui ne concernent pas les projets de nos 3 lauréats ou sur des sujets qui ont déjà été traités en début de live. Mais donc, je vous conseille 2 choses. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les adresser, si elles concernent la recherche, bien sûr, à l'adresse recherche@vaincrelamucoviscidose.org. Vaincrelamuco.org. Muco, oui, pardon, oui, .org. Et ensuite, Giovanna va nous le confirmer. Le live est enregistré, il sera disponible en replay sur Facebook et il sera accessible sur notre chaîne YouTube Vaincre la Muco. Donc aussi, pour ceux qui n'ont pas accès à Facebook, qui ne sont pas là ce soir, on leur en parlera et vous pourrez y avoir accès à nouveau. Il me semble que les questions les plus importantes ont été traitées. Moi, j'ai une petite question pour Mathéo quand même. Audrey. Oui. Parce que tu disais que, en gros, le mieux, ça serait de faire et des phages et des antibiotiques, mais est-ce que c'est possible de devenir résistant aux phages? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Après, en effet, c'est des virus, donc ils évoluent aussi. Ils vont être comme une sorte de co-culture avec les bactéries. Donc, bien sûr, dans un environnement, les phages évoluent, les bactéries évoluent. C'est un peu une course à l'armement, je dirais, qui va résister à qui. Mais bien sûr que c'est possible. Après, sur un court terme, on va dire, de thérapeutique, ça peut quand même être utile. On l'a vu sur le rapport clinique là, de 2019, par exemple, sur abscessus, mais il y en a d'autres. Ça a quand même bien marché. Ça a permis quand même à la patiente de récupérer grandement ses capacités pulmonaires, etc., de reprendre une vie, on va dire. Donc, et elle a été aussi traitée par des antibiotiques. Donc, je pense que l'association phage plus antibiotiques a tout un intérêt là-dedans, dans le sens où les antibiotiques, même s'il y a une résistance à certains, mais il faut bien sûr adapter le cocktail aussi d'antibiotiques, mais il va permettre d'avoir un pool réduit déjà de bactéries pour enclencher cette synergie pour le phage, et ça permet d'avoir 2 acteurs, on va dire, pour limiter tout ça. Mais bien sûr que ça peut arriver. Je pense que c'est important de combiner les deux pour attaquer les bactéries de façon différente et les empêcher au maximum de proliférer et de devenir résistantes. Merci. Très bien, je pense qu'on a fait le tour à peu près des questions. On rappelle que 2 des projets ont été cofinancés donc, par Vaincre la mucoviscidose et l'association Grégory Le Marchal. Pierre, est-ce que vous vouliez dire quelques mots sur ces projets? Ouais, c'est un peu plus général. Je suis super content d'être là ce soir, en fait. Et au-delà de ma personne, je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont venus nous rejoindre sur Facebook. Il y a une centaine de personnes qui nous ont rejoints, plus ceux qui vont profiter du replay, j'espère, plus tard, parce que c'est très intéressant. C'est une façon aussi pour nous. D'abord, merci Paola, merci Giovanna. Pour être animatrice, Giovanna, il n'y a pas de souci. Et puis, non, je crois que c'est important
que les gens, parce qu'il faut quand même savoir que c'est un gros pourcentage de nos budgets qui partent à la recherche, mais la recherche, généralement, pour le commun des mortels, c'est pour le donateur, pour le simple, entre guillemets, donateur, assister à des choses pareilles, et notamment autour de jeunes chercheurs. Moi, vous m'impressionnez là, et je vous sens à la fois très compétent, évidemment, parce que vous savez de quoi vous parlez, mais en même temps rayonnant sur ce que vous faites. Et vous croyez à ce que vous faites. Et pour nous, c'est très important. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, qui ne sont pas vraiment au centre même de la mucoviscidose, c'est important de vous voir, de vous écouter, de sentir la motivation. Et puis de dire, ben voilà, je mets de l'argent, mais voilà pourquoi je mets de l'argent. Et au-delà des prix que vous avez reçus, et je vous en félicite évidemment, je crois que c'est important de communiquer auprès de nos adhérents, de nos membres, de nos bénévoles qui sont aussi nombreux, je sais qui nous écoutent là ce soir, de comprendre un petit peu ce qui se passe quand on parle de la recherche. Et c'est très important. Je crois que la recherche fondamentale est là, malgré les nouvelles thérapies qui arrivent, extraordinaires, on va dire, qui arrivent en ce moment sur le marché, on espère le plus tôt possible. Et la recherche fondamentale a tout son sens. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on a ces médicaments-là, je crois qu'il y a un lien très fort qui unit un peu ces recherches, et il est essentiel de continuer. Et je crois que vous l'avez bien dit tout à l'heure. Il faut que vous sachiez, vous savez, moi je suis dans la mucoviscidose depuis 37 ans, hein, vous n'étiez pas là, il y a 37 ans. Et quand je vois l'évolution de la mucoviscidose jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'en ai souvent les larmes aux yeux parce qu'on s'est tellement battu, on se bat encore et on arrive à des choses hyper positives. Mais vous, jeunes chercheurs, d'autant plus, vous êtes les acteurs de tout ça. Nous, on a beau faire tout ce qu'on veut, récupérer de l'argent, etc. L'argent, on vous en donnera tant qu'on en aura, tant que nos donateurs seront généreux, on vous donnera cet argent. Mais on ne le donne pas comme ça pour faire plaisir, pour dire on donne ça à la recherche. On aime bien avoir des explications. Et ce qui vient de se passer ce soir me conforte un petit peu dans cette idée. Et alors nous, pour l'association Grégory Marchal, s'il n'était pas question de monter un département de recherche chez nous, d'abord, on n'en avait pas les épaules. Et puis, vaincre la mucoviscidose fait ça de manière remarquable depuis des décennies. Et il n'était pas question qu'on fasse la même chose, en fait. Et on n'en avait pas de toute façon les moyens. C'est pour ça que dès le début de notre création de l'association, il y a 13 ans, on s'est dit qu'il fallait absolument cofinancer des projets avec l'association Vaincre la mucoviscidose. Et c'est ce qu'on fait depuis 13 ans, ou 12 ans, je crois. Et on n'arrêtera pas tant qu'il y aura des solutions, tant que des gens comme Paola nous proposeront des éléments de recherche aussi importants que ceux que vous venez de nous exposer. Bien sûr, c'est étudié chez nous aussi par un comité de médecins, mais un petit comité scientifique, on va dire. On participera toujours à vos efforts, à vos travaux. Et là-dessus, vous pouvez compter sur nous, mais vous pouvez compter naturellement sur tout ce qui se fait déjà depuis tant d'années avec Vaincre la mucoviscidose. Et nous, on est là pour y apporter, si on peut apporter une aide supplémentaire, eh ben, on le fera toujours aussi volontiers. Je voulais vous féliciter, tous les trois. Alors, Laura, on n'a pas cofinancé ton projet, mais je te félicite aussi parce que c'est remarquable ce que vous venez de faire. En plus, vous avez vulgarisé un petit peu les travaux que vous avez faits, et ça, c'est important. C'est parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment le fond du problème de toutes ces bactéries, et c'était important que vous mettiez vos mots là-dessus. En tous les cas, j'espère que ça a fait plaisir à beaucoup de gens, ce passage. En tous les cas, moi, je suis ravi. Et encore une fois, vous pouvez compter sur nous, hein. On sera toujours là. Quand on verra un peu votre passion se développer, vous pourrez toujours compter sur nous. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, merci beaucoup. Et puis, bravo pour vous trois. Et puis, je voudrais mettre Audrey aussi, qui est remarquable, Audrey. 31 ans, ingénieur au CNRS. Ça aussi, c'est des choses qui sont à souligner parce que tous les gens atteints de mucoviscidose qui te voient, qui t'écoutent, qui savent ce que tu as fait, et ben ça doit les encourager aussi à avancer dans la vie. Et surtout avec les nouvelles thérapies, je pense qu'il y a des jours extraordinaires qui vont arriver devant nous. En tous les cas, c'est tout le mal qu'on souhaite à tous les patients atteints de mucoviscidose. Alors, merci Paola de l'invitation et puis merci à tous et bravo. Vraiment bravo. Merci Pierre pour ce beau discours, plein de promesses aux jeunes chercheurs. C'est vrai que la recherche, on en a toujours besoin. Tant qu'il y a des dons,
ça nous permet de financer la recherche pour la mucoviscidose. Donc, avec l'association Grégory Le Marchal, on est souvent amenés à collaborer ensemble pour être dans le même but. Paola, est-ce que tu veux rajouter quelques mots de conclusion à ce live? Oui, pour penser à la suite, vous imaginez bien que on a envie de continuer, hein. C'était la première édition du prix spécial patients et proches. Vu tout d'abord l'enthousiasme du jury à cette initiative, mais aussi le résultat avec ces 3 lauréats. On va certainement renouveler l'expérience l'année prochaine, quel que soit le format du colloque en digital ou en présentiel. De toute façon, on va renouveler l'expérience et on va continuer aussi à vous proposer ce type d'échange un peu informel, vulgarisé sur des projets de recherche financés par l'association. Vous trouvez beaucoup d'informations sur notre site internet dans les actualités, mais aussi régulièrement, tous les 15 jours, via les réseaux sociaux, nous diffusons des traductions d'articles vulgarisés de recherche. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site, être sur les réseaux sociaux pour avoir des informations de recherche. Et puis, commentez ce live. On va lire vos commentaires, on va voir si le format vous plaît. Et donc, on va solliciter à nouveau nos 3 lauréats, mais aussi d'autres jeunes chercheurs. On a attribué d'autres prix scientifiques pendant le colloque, donc eux aussi, ils vont être sollicités. Et puis, on va inventer d'autres formats pour vous parler de recherche et vous convaincre de l'importance de poursuivre ce combat. Eh ben, très bien. Effectivement, sur les commentaires, on voit que le live vous plaît. Vous nous remerciez énormément. Merci pour ce beau discours. Beaucoup de commentaires, beau discours de Pierre. Merci aux jeunes chercheurs. Donc la recherche continue. Je pense que on va conclure sur ces belles paroles. Merci en tout cas à vous d'avoir participé, de nous avoir vulgarisé vos travaux de recherche, qui a été vraiment très intéressant. Merci Pierre de votre participation et à Audrey pour ta parole de patiente en tant que muco. Merci à vous de nous avoir suivis. Le replay est toujours disponible sur notre page Facebook et on se dit à bientôt. Merci à tous. Bonne Ciao, soirée. ciao. Bonne soirée. Au revoir.